200 000 Gaulois rugissent, comme une tempête dans une enceinte de pierre. Et sur la colline, 60 000 Romains. Épuisés, blessés, l'estomac vide. Déjà 2 mois, sans pain, sans vin, sans espoir. Et pourtant ce sont eux qui vaincront. Comment? Comment peut-on résister à une force 4 fois supérieure à la sienne, quand chaque jour n'est pas un combat, mais une survie? La réponse à cette question commence ici, au mur d'Alésia. Automne de l'an 52 avant notre ère. Caius Iulius César encercle les troupes de Vercingétorix, chef des Arvernes, dans la forteresse d'Alésia. César lui-même écrivait qu'un quart de million de Gaulois se tenaient contre lui. Ils étaient comme la mer, bruyante, vivante, indomptable. Mais Rome ne reculait pas. Les légionnaires creusaient la terre, construisaient des fortifications et renforçaient leur foi en une seule chose. Si la discipline tombait, tout tomberait. Les Romains érigèrent un anneau de mur autour de la ville. Non pas un, mais 2. L'extérieur, contre les troupes venant à la rescousse, l'intérieur, contre les assiégés. Cet enfer aux proportions terrestres s'appelait la circumvallation. Imaginez 2 lignes de près de 20 km chacune, parsemées de fossés, de pièges, de pieux aiguisés. Ce ne sont pas de simples fortifications, ce sont les os de pierre de l'Empire. Une telle double ligne exigeait des efforts surhumains. Chaque légionnaire portait plus de 40 kg d'équipement, épées, lances, armures, nourriture, outils. Ils ne se contentaient pas de combattre, ils construisaient leur propre prison pour y mourir ou vaincre. Dans l'armée romaine, de tels soldats étaient appelés milites, des guerriers dont le corps appartient à la discipline. Bientôt, les provisions s'épuisèrent. Les découvertes archéologiques montrent qu'il n'y a aucune trace d'os de gros bétail sur le site des camps sous Alésia. César avait interdit de tuer les bêtes de somme. Sans elles, les légions ne pouvaient pas se déplacer. Ils mangeaient des racines, des châtaignes, même de l'herbe. La faim devint leur compagnon constant. Mais malgré cela, personne n'abandonna son poste. Les Gaulois, enfermés à l'intérieur, ne souffraient pas moins. Leurs céréales étaient épuisées, et les alliés ne venaient toujours pas. Vercingétorix chassa les femmes et les enfants hors des murs. Il espérait que les Romains les laisseraient passer. Mais César ne le permit pas. Entre les murs se tenaient des centaines de mourants, ceux que leurs propres gens et leurs ennemis avaient rejetés. Les légionnaires entendaient ces gémissements la nuit, mais personne ne bougea. C'est ainsi qu'agissaient la peur et le devoir simultanément. 2 divinités romaines sans temple. Quand un homme se tient devant un enfant mourant et n'aide pas, ce n'est plus un simple soldat. C'est une partie d'une machine créée pour la victoire. Et pourtant, la question planait dans l'air. Que se passerait-il quand les forces gauloises arriveraient? Car ils étaient trop nombreux. Chaque jour, les éclaireurs rapportaient de la poussière à l'horizon, des milliers de lances, le bruit des tambours. Affamés, fatigués, encerclés, les Romains savaient, tout allait bientôt se décider. Mais ils ne flanchèrent pas, parce que derrière eux ne se tenait pas seulement une armée, se tenait Rome elle-même. Ainsi commençait le siège d'Alésia, une bataille où se décidait le destin de toute la Gaule, et où la volonté humaine se révéla plus forte que l'acier et la pierre. Matin froid, un brouillard humide rampe sur les camps romains. L'odeur de la viande en décomposition se mêle à la fumée des feux de camp. Les mains des légionnaires tremblent, non pas de peur, mais d'épuisement. Pendant 2 mois de siège, on ne leur donnait qu'une poignée de blé par jour. La viande, une rareté. Le vin, un souvenir. Mais même dans cet enfer, l'ordre restait sacré. Chaque aube commençait de la même manière. Formation, vérification des armes, répartition des gardes. Ce n'étaient pas des hommes qui survivaient ainsi. C'étaient des Romains qui survivaient. César comprenait. La victoire ici, ce n'était pas dans les épées, mais dans l'art de la patience. Il écrivait que la discipline, c'est une chaîne qui lie l'armée plus solidement que l'acier. Pour la moindre infraction, la mort. Un légionnaire, endormi à son poste, fut exécuté devant la troupe. Cela s'appelait la fustigation, un châtiment rituel qui se terminait par la mort. Une punition non pas par peur, mais par souci d'équilibre. Car si l'un flanche, le légion flanche. En ces jours, chaque mouvement était un rituel. Creuser un fossé, planter des pieux, vérifier les balistes. Le bourdonnement métallique des outils devint la musique de leur survie. Ces machines, d'énormes arbalètes sur roues, pouvaient transpercer un homme à 100 mètres. Elles s'appelaient Scorpio, et lorsque leur corde était tendue, elles résonnaient comme le grincement d'un prédateur avant l'attaque. À l'intérieur d'Alésia, Vercingétorix se préparait à sa dernière chance. Il envoya des messagers aux tribus alliées, les Arvernes, les Éduins, les Sénons. Des centaines de chefs répondirent. Selon les auteurs antiques, leur armée comptait environ 250 000 hommes.
C'était une vague déferlant sur la colline où se tenaient 60 000 Romains. Un rapport de 4 contre 1. Même le centurion le plus flegmatique comprenait, si cet anneau était brisé, ils seraient tous balayés. Un centurion, ce n'est pas seulement un commandant de 100 hommes, c'est l'incarnation de l'ordre, le nerf de l'armée. Il connaissait leurs soldats par leur nom, partageait avec eux leurs rations et la mort. L'un de ces centurions, selon César, lors de l'assaut, tint sa position alors que tous autour de lui étaient tombés. Il mourut debout, le bouclier levé, comme une statue de fidélité. Chaque jour, des signaux retentissaient dans le camp, de courts coups de corne et de trompettes. Ces signaux s'appelaient la touba. Grâce à eux, les légionnaires savaient quand commencer à creuser, quand manger, quand se préparer à l'attaque. Dans le chaos de la guerre, le son de la touba était comme une voix de la raison. Les archéologues ont trouvé des fragments de trompettes de bronze aux alentours d'Alésia, des traces du système romain où l'ordre était une arme. Mais l'ordre ne nourrit pas l'estomac. La nuit, les légionnaires plongeaient des grains de blé dans l'eau bouillante et buvaient le bouillon trouble. Ils l'appelaient pulse, une simple bouillie qui a donné son nom au mot pulser. Ils la mangeaient en silence. Seul le crépitement des feux de camp et le léger cliquetis du métal rompaient le silence. Les hommes se transformaient lentement en un mécanisme où chaque pièce était un homme, et chaque homme un rouage de la volonté de César. La faim affaiblissait les corps, mais pas l'esprit. Un légat, l'assistant de César, a noté que les soldats ne demandaient pas de nourriture, mais le combat. Ils croyaient que la souffrance était le chemin vers l'immortalité. Dans leur monde, l'honneur valait plus que le pain. César le savait et maintenait l'attention, comme un forgeron maintient le fer dans le feu. Il attendait. Il voulait que l'ennemi frappe le premier. Et l'ennemi frappa. D'abord, un rugissement de cornes se fit entendre de loin. Les Gaulois passaient à l'attaque. La terre tremblait sous leurs pieds. La poussière obscurcit le soleil. À l'horizon, des milliers de boucliers, de lances, d'étendards. Les Romains s'alignèrent près des fossés, en silence complet. Leur formation s'appelait la testudo, la tortue. Les boucliers se rejoignirent, formant une voûte continue de bronze et de bois. Au-dessus d'eux volaient des flèches, des lances, des pierres, et pourtant, ils restaient debout. Les archéologues ont trouvé des pointes de flèches dans les couches de terre sur le site de cette bataille. Des traces de brûlures montrent que les Gaulois ont incendié les barricades. Mais les Romains éteignaient le feu avec leurs propres manteaux, sans reculer d'un pas. Ce n'était pas seulement un combat, c'était la vérification de l'idée de Rome. Qu'un homme lié par la discipline est plus fort que n'importe quel chaos. La bataille dura des heures. Vercingétorix observait depuis les murs de la forteresse, espérant voir la ligne romaine s'effondrer. Mais elle ne s'effondra pas. César, debout sur la colline dans son manteau écarlate, leva la main. C'était le signal. Et par l'arrière, des cohortes fraîches se mirent en mouvement. 10 000 hommes, le dernier espoir de l'Empire. Au moment où la terre tremblait sous les pas de l'ennemi, la tortue romaine avança, lentement, inéluctablement, comme une pierre du destin qui roule. Et même ceux qui mouraient de faim marchaient, sans penser à la nourriture, sans penser à la vie, parce que maintenant, il ne s'agissait plus de victoire, mais de savoir si l'homme pouvait se vaincre lui-même. Le bruit de la bataille ne s'estompa ni le jour, ni la nuit. Alésia se transforma en un enfer vivant. Des murs de la ville jusqu'à l'anneau extérieur des fortifications, l'air était imprégné de suie, de sueur et de sang. Les Romains, qui se tenaient au premier rang, ne sentaient plus l'odeur de la mort. Ils vivaient simplement à l'intérieur d'elle. Parfois, à l'aube, une brume basse planait au-dessus du camp, un mélange de fumée des feux de camp et de poussière de milliers de pas. Pourtant, l'ordre se maintenait, comme si la terre elle-même sous leurs pieds obéissait à la volonté de César. Il ne quitta pas la colline de commandement. De là, César voyait les deux côtés, les Gaulois assiégés à l'intérieur et l'immense armée à l'extérieur. C'était un échiquier de la taille d'une vallée entière. Seulement, au lieu de pièces, des êtres humains. Les historiens notent aucun général de l'Antiquité n'a maintenu sa position encerclé par l'ennemi des deux côtés. Ce n'était pas une bataille, c'était un examen pour tout le système romain. À l'aube, les Gaulois lancèrent une puissante attaque sur le secteur nord des fortifications, là où le terrain était inégal, où le fossé était moins profond. Leur objectif, percer l'anneau, se joindre à la garnison d'Alésia et écraser les Romains par le nombre. Les guerriers gaulois avançaient en vagues, leurs cris emplissaient l'espace comme le tonnerre avant la tempête. Les boucliers recouverts de peau résonnaient au rythme de leurs pas. Les Romains les accueillirent calmement. Au premier rang se tenaient les vétérans. Gris marqués de cicatrices, ils tenaient des pilums, de lourdes lances de jet de plus de 2 mètres de long.
Lorsque la distance se réduisit, les pilums volèrent. Leurs pointes, spécialement fabriquées en fer doux, se tordaient à l'impact et restaient coincées dans les boucliers ennemis. Un bouclier avec une telle lance devenait inutile, il fallait le jeter. Cette technique s'appelait le coup déformant et devint un symbole du génie d'ingénierie de Rome. Mais les Gaulois étaient trop nombreux. Ils traversèrent le fossé, commencèrent à escalader les remparts. Les centurions romains couvraient le bruit de leurs cris, donnant des ordres. L'un d'eux, selon les écrits de César, arracha son casque pour que les soldats voient son visage, et partit à la contre-attaque. Une cohorte le suivit. Une cohorte, c'est environ 500 hommes, unis par un serment. Ils combattaient comme un seul corps, et leurs coups résonnaient comme des coups de marteau sur une enclume. Pendant ce temps, à l'intérieur d'Alésia, Vercingétorix ordonna à ses hommes de monter sur les murs et de frapper par l'arrière. Pour les Romains, cela signifiait la fin. Entre les deux anneaux de mur, seulement quelques centaines de mètres. D'un côté, la fureur des défenseurs affamés. De l'autre, l'assaut d'une immense armée. Les historiens débattent de la durée de cette confrontation. Certains disent quelques heures, d'autres une journée entière. Mais une chose est claire, ce fut le moment où Rome était au bord de la destruction. César remarqua que les Gaulois exerçaient une pression sur une section, près de la colline où commandait le légat Labienus. Il y envoya la cavalerie. Seulement quelques milliers de cavaliers, mais c'étaient des vétérans aguerris. La cavalerie de Rome agissait comme une lame. Elle contourna l'ennemi, frappa sur le flanc et coupa la formation gauloise. Cette manœuvre dans la tactique romaine antique s'appelait contournement par l'arrière, le mot latin circumvenire. C'est lui qui a ensuite donné le mot moderne encercler. Quand la cavalerie frappa, la formation gauloise vacilla. Ils ne s'attendaient pas à une attaque de flanc. La panique se propagea en vagues. Les guerriers, pris entre les Romains et les remparts, commencèrent à se piétiner. César décrivit que les cris devinrent si forts que les signaux des tubas étaient inaudibles. La terre sous leurs pieds se transformait en boue, mêlée de sang. Mais les Romains ne s'arrêtaient pas. Ils ne savaient pas s'arrêter. Les archéologues ont trouvé des restes calcinés de flèches, des pointes de lance et des plaques de bronze de ceinture de légionnaires précisément à cet endroit. Tout indique que le combat fut rapproché, presque au corps à corps. Les soldats se battaient non pas pour le territoire, mais pour respirer. Un pas en arrière signifiait la mort. Quand le soleil déclinait vers le couchant, César lui-même descendit dans la vallée. Son manteau écarlate était visible partout. C'était un signe ancien, le général lui-même au combat. Pour les Romains, cela signifiait « il n'y a plus de retraite possible ». Les soldats, épuisés, égratignés, levèrent leurs boucliers et avancèrent. Vercingétorix le vit depuis la tour. Il comprit que la bataille perdait son sens. À la tombée de la nuit, les bruits du combat s'éteignirent. Un silence planait sur le champ, seulement rompu par les gémissements des blessés. César ordonna de ne pas poursuivre les fuyards. Les corps gisaient partout. Selon les anciens chroniqueurs, cette nuit-là, les légionnaires ne célébrèrent pas. Ils s'assirent simplement près des feux de camp, ne ressentant ni joie ni fierté, seulement la fatigue et le vide. Mais dans ce silence naquit ce qui sera plus tard appelé l'inflexibilité romaine, la capacité de tenir jusqu'au bout, même quand tout est perdu. Cependant, Alésia n'était pas encore tombée. À l'intérieur de la forteresse restaient des dizaines de milliers de guerriers affamés et désespérés. Et maintenant, tout dépendait d'une seule décision de Vercingétorix, celle qui déterminerait non seulement son destin, mais aussi le destin de toute la Gaule. La nuit après la bataille s'immobilisa sur Alésia, comme une pierre, ni cri, ni chant, ni cliquetis d'armes. Seulement le vent sec, sentant la cendre et le sang. Les légionnaires étaient assis près des feux de camp, les jambes enveloppées dans leurs manteaux, réchauffant leurs mains sur les braises. Leur visage était gris, comme la cendre. Pendant 2 mois de siège, ils avaient presque tout perdu. Amis, force, sommeil. Mais pas l'ordre. Même dans le silence, on entendait les pas des sentinelles. Fatigués, mais inébranlables, ils montaient la garde, car l'ordre de César résonnait plus clairement que toute peur. Celui qui tiendra sera immortel. À l'aube, la nouvelle arriva au camp romain. L'armée de Vercingétorix avait disparu. Les restes de l'armée, comprenant que l'assaut avait échoué, s'étaient retirés dans les montagnes. Le grondement de la guerre s'éteignit. Mais César ne se pressa pas de célébrer. À l'intérieur d'Alésia restaient des dizaines de milliers d'assiégés, sans nourriture, sans espoir. La faim était désormais leur principal ennemi. Selon les auteurs antiques, le siège dura encore plusieurs jours. Les Gaulois tentaient des sorties pour chercher de l'eau, attaquaient les postes, mais leurs forces les abandonnaient. Les femmes et les enfants étaient morts d'épuisement depuis longtemps.
Dans les rues de la forteresse gisaient des chevaux morts, l'odeur était insupportable. Les gens mangeaient des racines, du cuir, faisaient bouillir des lanières de sel. Même les pierres des murs semblaient plus douces que leur destin. César savait que le temps jouait en sa faveur. Il interdit à ses hommes de s'approcher des murs. Aucune attaque, aucun signal. Le silence devint son arme. Chaque jour, les Gaulois voyaient les Romains réparer calmement les fortifications, construire de nouvelles tours, aiguiser leurs épées. C'était un siège psychologique, non pas des corps, mais de la volonté. Et la volonté des Romains se révéla plus forte. Les légionnaires, malgré la fatigue, continuaient à construire. Ils renforçaient le rempart intérieur, installaient des catapultes et des balistes. Ces énormes machines lançaient des pierres pesant jusqu'à 30 kg. Elles s'appelaient onagra, l'ânesse sauvage. Quand la pierre était lancée, le son rappelait le rugissement d'une bête. Les historiens pensent que ce son devint pour les assiégés un symbole de désespoir. Chaque bloc lancé leur rappelait « César attend toujours ». En même temps, les Romains souffraient tout autant. La nourriture était épuisée. Ils mangeaient le cuir des boucliers, faisaient bouillir des céréales dans l'eau des marais. Les recherches archéologiques montrent que des ossements de petits animaux, rats, renards, même corbeaux, ont été trouvés sur le site des camps. Ce n'est pas un mythe, ce sont les traces d'une famine réelle, endurée avec une discipline de fer. En ces jours, César écrivait dans ses notes que les soldats avaient conservé une constance digne des dieux. Ils parcouraient les fortifications à pied, saluaient les légionnaires par leur nom, partageaient avec eux le pain, celui-là même qui n'existait presque plus. À leurs yeux, il n'était pas seulement un général, mais l'incarnation de Rome, un État où la force réside dans l'ordre et non dans le nombre. Vercingétorix, voyant la mort de son peuple, réunit un conseil de chefs. Selon diverses sources, il restait alors environ 80 000 personnes à Alésia. Parmi elles, la plupart étaient épuisées, désarmées. Le chef comprit. Il n'y aurait pas de percée. Ses alliés étaient partis, les provisions avaient disparu, les murs ne protégeaient plus. Il savait que si la bataille continuait, tous périraient. Et alors, il prit une décision qui fit de lui un symbole, non pas de défaite, mais de fierté. Le matin, alors que le brouillard cachait encore la vallée, les portes d'Alésia s'ouvrirent. Une procession en sortit. En tête marchait Vercingétorix, grand, les cheveux flottants, en armure de combat, avec un torque d'or autour du cou. Derrière lui, des guerriers, portant leurs armes à la main. César se tenait sur une élévation, entouré de ses légats. Le silence était presque sacré. Vercingétorix s'approcha de César, jeta ses armes à ses pieds et s'agenouilla. Ce geste devint l'un des plus célèbres de l'histoire. Plutarque écrivait que les Romains observaient la scène sans cris ni applaudissements, seulement un silence retentissant. Parce que devant eux ne se tenait pas un ennemi vaincu, mais un homme qui avait osé défier l'Empire. Ce jour-là, Alésia tomba. Les restes de la garnison, les femmes et les enfants sortirent de la ville. Les Romains les séparèrent. Les uns furent vendus comme esclaves, les autres emmenés comme prisonniers. Vercingétorix lui-même fut envoyé à Rome, où 6 ans plus tard, il serait mené enchaîné lors du triomphe de César, puis exécuté. Mais son nom resterait un symbole de résistance. Pour les Romains, Alésia devint une leçon répétée pendant des siècles. Dans les écoles militaires de l'Empire tardif, elle était étudiée comme un exemple de défense totale. Le terme « circumvallation », appliqué pour la première fois par César ici, entra dans le vocabulaire militaire de toutes les époques suivantes. Même les ingénieurs modernes, en étudiant les vestiges des remparts, sont étonnés de la précision de la planification. Chaque fossé, chaque tour est mesurée, comme si elle avait été construite non par des hommes, mais par une machine. Et pourtant, cette victoire fut acquise à un prix terrible. Sur 60 000 légionnaires, des milliers moururent d'épuisement, de maladies, de blessures. Mais leur silence persistant devint plus fort que n'importe quelle fanfare. Alésia prouva, l'Empire ne commence pas avec les murs, mais avec la volonté des hommes prêts à mourir, mais pas à reculer. Après la chute d'Alésia, l'air autour de la ville devint plus lourd que le plomb. Même la victoire sentait la mort. Sur les pentes gisaient des corps, d'hommes, de chevaux, d'alliés, d'ennemis. La terre était imprégnée de sang si profondément que les archéologues, 2 millénaires plus tard, y trouvent encore des traces de fer et d'os. César ordonna d'enterrer les légionnaires tombés avec les honneurs militaires. Les Gaulois, de simplement les brûler. Pour lui, ce n'était pas de la cruauté, mais de l'ordre. La victoire devait être pure. Tandis que les flammes dévoraient les restes, les ingénieurs romains démantelaient les fortifications. 7 semaines de siège ininterrompu avaient laissé derrière elles un système de fossés et de remparts de plus de 20 km de long.
Aux endroits où les empreintes de sabots ont été conservées, on voit chaque ligne de fortification a été construite avec une précision d'orfèvre. Les archéologues modernes appellent cela un miracle d'ingénierie sans plan. Mais pour les légionnaires, ce miracle coûta des vies. La faim, les maladies, la fatigue. Voilà les véritables tueurs sous Alésia. Beaucoup de Romains ne moururent pas des épées, mais de la dysenterie et de l'épuisement. César, comprenant que la maladie pouvait anéantir même les vainqueurs, ordonna de brûler les restes des camps, de désinfecter les puits par le feu et la chaux. Ce furent les premiers pas vers ce que nous appelons aujourd'hui la discipline sanitaire. Cependant, la véritable bataille pour César ne faisait que commencer, la bataille politique. À Rome, on chuchotait déjà que sa victoire, ce n'était pas le triomphe de la République, mais le triomphe d'un seul homme. Alésia fit de César une légende, mais le condamna aussi à l'envie et à la peur du Sénat. Même son plus proche collaborateur, le légat Labienus, passerait plus tard du côté de Pompée. Ainsi, la victoire, remportée dans le sang, devint la graine de la future guerre civile. Pendant ce temps, le sort des prisonniers gaulois fut rapidement décidé. Selon diverses sources, César relâcha une partie des tribus alliées pour montrer sa clémence, mais la plupart furent envoyés en esclavage. Des milliers d'hommes et de femmes furent vendus sur les marchés de la Gaule narbonnaise. Un esclave ayant survécu à Alésia coûtait peu cher, un trophée de l'Empire, épuisé mais vivant. Les historiens disent que ce fut le marché aux esclaves le plus massif de toute la campagne de César. Et les légionnaires? Pour leur victoire, ils reçurent du pain, du vin et le droit au repos. Ce n'est qu'alors qu'ils réalisèrent qu'ils étaient en vie. Les soldats de la première légion notèrent dans les chroniques qu'ils mangèrent à leur faim pour la première fois depuis de nombreux jours. Leurs mains tremblaient, non pas de peur, mais du sentiment inhabituel de satiété. Un centurion dit que le goût du pain après Alésia était plus doux que le miel. Mais même dans ce repos, l'ordre romain était maintenu. Chaque légionnaire devait remettre son armure en état, nettoyer ses armes, vérifier ses courroies et son casque. Les plaques métalliques des cuirasses brillaient à nouveau au soleil, comme si rien ne s'était passé. Ce moment de restauration s'appelait la réductio, le retour à la forme, symbole que même de l'enfer, on peut sortir en ordre de bataille. César, observant ses troupes, comprenait. Alésia, c'était plus qu'une victoire. C'était la preuve que la force de Rome ne résidait pas dans le nombre de soldats, mais dans leur capacité à obéir. Il écrivait « Ni les dieux, ni le destin ne sauvent le lâche. Seul l'ordre rend l'armée éternelle. » Ces paroles seront ensuite gravées dans la pierre en Gaule, une inscription trouvée par les archéologues à Lyon, et on pense qu'elle remonte précisément à cette campagne. D'un point de vue militaire, Alésia changea tout. Elle devint le prototype du concept de siège total, où l'ennemi est détruit non par un coup, mais par la privation d'espoir. Pour la première fois dans l'histoire, un général encercla non seulement une armée, mais aussi lui-même, plaçant le destin de son armée au bord de la destruction. Ce principe sera plus tard répété par Napoléon à Ulm et Wellington à Waterloo. Pour les Gaulois, la défaite marqua la fin du rêve de liberté. Leurs tribus se désunirent, les anciens prêtèrent serment à Rome. Sur le site d'Alésia, une ville romaine verra plus tard le jour, Alysia avec ses thermes et son forum. Les archéologues trouvent dans les couches de ces années des inscriptions en latin et en celtique, témoignages vivants de la manière dont une culture en a lentement absorbé une autre. Mais même dans cette conquête, l'ombre de Vercingétorix demeura. Son nom fut longtemps tu, mais les chants à son sujet vécurent parmi les Gaulois. Des siècles plus tard, ils chanteront. Il s'est dressé contre Rome et est mort, mais n'a pas baissé la tête. Et peut-être est-ce pour cela que les archéologues français du XIXe siècle, ayant trouvé le site de la bataille, y érigèrent une statue de Vercingétorix, le visage tourné vers Rome, comme s'il montait encore la garde sur sa terre. César, quant à lui, après Alésia, comprit qu'on pouvait maintenir un empire non seulement par l'épée, mais aussi par la peur de l'idée même de Rome. Son armée, ayant survécu à la faim et au siège, devint sa garde personnelle, son instrument du destin. Chez ces hommes survivants, il y avait quelque chose de plus que la discipline. En eux vivait désormais la foi, en ce que Rome ne pouvait mourir tant qu'il restait au moins un légionnaire. Quand les troupes quittèrent Alésia, la vallée resta morte. Ni herbe, ni oiseaux, ni son. Seulement les cicatrices régulières des remparts, s'étendant à l'horizon. César traversa ces lieux à cheval, s'arrêta aux portes détruites et regarda longtemps les vestiges de la ville. Les historiens écrivent qu'il prononça alors « La force, ce n'est pas la victoire. La force, c'est ce qui reste après elle.
De Gaulle, il envoya des émissaires à Rome avec la nouvelle de la conquête. Mais là, il fut accueilli non par des applaudissements, mais par l'inquiétude. Le Sénat craignait que le général, ayant soumis un continent, ne soumette maintenant Rome elle-même. Alésia transforma César d'un général en une menace. La victoire, acquise dans le sang, devint le début d'une nouvelle guerre, intérieure, inévitable. Pendant ce temps, les cendres d'Alésia refroidissaient. Les ingénieurs romains revinrent pour ériger une colonie sur le site de la forteresse détruite. D'abord, des temples à Jupiter et Mars, puis des thermes, des routes, un amphithéâtre. Sur les os des morts, une nouvelle ville s'éleva, comme un symbole que l'Empire construit même sur les ruines. Et pourtant, le souvenir de ce siège perdura. Dans les légendes populaires de Gaule, César devint un démon venu avec le feu et le fer, et Vercingétorix, le dernier héros qui osa dire non. Ainsi, deux vérités, romaines et gauloises, s'entremêlèrent à jamais, dans la terre où chaque goutte de pluie tombe encore sur les os de ceux qui se tenaient sous Alésia.